Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes donc sur la dernière table ronde autour des enjeux géopolitiques du numérique et des technologies. Alors, sujet que nous avons commencé à traverser au cours des quelques tables rondes sur ces 2 derniers jours et qui s'inscrit évidemment pleinement en écho à l'excellente keynote de David Collomb à l'instant. J'accueille ce matin Ophélie Coelho, Dominique Leglu et Pascal Griset, que je présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Je vous propose que nous démarrions au préalable par un cadrage de notre table ronde dans laquelle nous allons considérer, cette fois-ci, le numérique et les technologies comme des acteurs à part entière du jeu géopolitique mondial. Alors, vous l'avez vu pendant ces 2 derniers jours, nous sommes depuis 30 ans témoins d'une ère où la technologie et le numérique façonnent nos vies individuelles de façon croissante, mais elle a aussi induit autre chose, à savoir un bouleversement des équilibres traditionnels entre différents acteurs que sont les États et les entreprises, entre les puissances politiques et économiques. Et nous avons tous d'ailleurs à l'esprit l'émergence de nouveaux acteurs comme les fameuses GAFAM, qui sont devenus des quasi-acteurs politiques capables de concurrencer les États, voire les organisations supranationales. On sait aussi que le numérique et les technologies sont devenus une source de puissance et un vecteur de très forte influence. Notamment les frontières virtuelles transcendent aujourd'hui très largement les frontières physiques et font l'objet de nombreux enjeux. Les technologies de l'information, et l'information elle-même, on vient de le voir, et de la communication, ont transformé aussi la manière dont les États interagissent entre eux, coopèrent et se confrontent sur la scène internationale. Finalement, cette émergence de nouvelles puissances numériques, conjuguées au développement de l'IA, comme on l'a vu aussi ces 2 derniers jours, les avancées en matière de cybersécurité, la prolifération des données, tout ça crée un paysage géopolitique complexe et en constante évolution dont on entend parler, nous, au quotidien, au travers de sujets comme la compétition pour la domination dans le domaine des réseaux de communication de 5e et 6e génération, la fameuse 5G ou 6G. Évidemment, les sujets autour du cyberespace, de la course numérique, mais aussi des sujets tels que les cyberattaques massives contre des infrastructures critiques, par exemple les attaques de systèmes d'information de nos hôpitaux publics, et puis, sous des termes plus jargonneux, les sujets qui tournent autour de la blockchain, du cloud, de l'informatique quantique. Autant de sujets, mais surtout autant d'objets qui posent finalement beaucoup d'enjeux. Évidemment des enjeux sociétaux. On a parlé aussi, je crois, hier du sujet de la surveillance numérique. Des enjeux économiques, notamment celui de la richesse des firmes du numérique et des inégalités qu'elles génèrent de manière croissante. Des enjeux climatiques. On a peu parlé de la question des ressources et des énergies consommées, mais on y reviendra tout à l'heure avec vous, Dominique, sur ce point en particulier. Des enjeux aussi de souveraineté, puisque dans un monde où les données sont devenues une ressource ultra stratégique, eh bien la question de la protection des nations, de leur autoprotection, devient un enjeu majeur. Des enjeux aussi d'innovation, notamment entre les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs émergents. Et puis enfin, des enjeux de régulation pour adapter les réglementations nationales et internationales. Alors moi, tous ces sujets sur ces 2 derniers jours m'ont ramené à une lecture personnelle dont j'ai rêvé cette nuit. Donc je vous partage le rêve nocturne. Ça m'a renvoyé à un roman dystopique et allégorique qui est celui d'Alain Damasio, qui s'appelle Les Furtifs, pour ceux d'entre vous qui l'ont lu, et qui, au travers de l'un de ses personnages, donc c'est une histoire dans le roman, décrit finalement l'histoire de la prise de pouvoir des multinationales du numérique et la façon extrêmement violente dont ces multinationales ont mis la main sur les villes, réprimant sans aucune pitié les mouvements contestataires. Alors évidemment, c'est une vision très poussée et pas très positive, mais on voit bien là que tous ces enjeux traversent aujourd'hui nos réflexions et puis évidemment la littérature. Alors pour revenir à notre objet et présenter nos intervenants, Ophélie Coelho, vous êtes chercheuse indépendante, spécialiste en géopolitique du numérique. Vous êtes également membre du conseil scientifique de l'Institut Rousseau et de l'Observatoire de l'éthique publique.
Vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant » aux éditions de l'Atelier. À l'autre bout du canapé, Dominique Leglu. Alors, tout le monde vous connaît, mais moi, j'ai quand même envie de vous représenter. Donc, vous êtes scientifique, vous avez un doctorat en physique nucléaire et physique des particules. Vous êtes aussi journaliste et la directrice éditoriale du mensuel Sciences et Avenir, partenaire de l'événement et du trimestriel La Recherche. Et puis enfin, Pascal Griset, historien et notamment, entre autres, spécialiste de l'histoire des innovations. Vous enseignez à l'université Paris-Sorbonne et vous présidez également le comité pour l'histoire de l'INSERM. Alors, on va démarrer par vous, Pascal Griset. Pouvez-vous nous éclairer avec votre regard d'historien et votre perspective sur ces enjeux géopolitiques numériques et des technologies, notamment peut-être en mettant en lumière le rôle tout à fait particulier et crucial des États-Unis? Oui, merci. Donc, je suis professeur à Sorbonne Université. Nous avons changé de nom depuis quelques années. C'est une université, la première d'Europe. On travaille main dans la main avec les scientifiques maintenant. Bien, merci. Oui, alors, rappelons-nous, je voudrais montrer le côté important de la longue durée dans nos réflexions. Je trouve que beaucoup de réflexions au cours de ces 2 jours ont été assez court-termistes. Et quand je parle de court terme, c'est quand on fait commencer des choses aux années 80 ou années 90. Et puis le côté, je dirais, cyclique, ou en tout cas formé de moments forts, de temps forts et de temps de stagnation d'un système qui est le système dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le système américain. De mon point de vue, la seule vraie puissance en termes d'information et de communication aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Je ne crois pas à une autonomie des GAFAM. Je ne crois pas qu'un Elon Musk soit quelqu'un qui ait autant de latitude qu'on veut bien le croire. Ces marchés sont tenus par des agences gouvernementales. Je pense que le système américain qui commence à s'installer au tout début du XXe siècle est de plus en plus puissant et de plus en plus dominant. Tant mieux puisque nous sommes apparemment dans le même camp, mais cela crée évidemment de fortes dépendances pour l'Europe. Alors ce système, il se développe à partir du début du XXe siècle, avec l'effacement de la première grande puissance informationnelle de l'histoire, globalement, c'est-à-dire l'Empire britannique, qui, à travers ses câbles sous-marins, ses technologies, on va dire, contrôlait l'information, la communication, les flux financiers, etc., au cours du XIXe siècle. Alors cette force des États-Unis se construit sur 2 choses. La technologie, oui, c'est vrai, la recherche, mais également la puissance économique, la puissance financière et la capacité à s'appuyer sur un marché unique et homogène. Et ce marché unique et homogène va conquérir petit à petit, avec ses règles, avec ses limites et avec ses acteurs, le marché mondial tout au long du XXe siècle jusqu'à nos jours. C'est donc bien une forme d'impérialisme, disons-le, par l'économie et par la technique, mais l'un sans l'autre n'existe pas. Alors ces phases, on pourrait les détailler, je n'en ai bien évidemment pas le temps aujourd'hui, mais ça commence avec le développement de la radio dans les années 1910-1920. Cela se poursuit avec le développement de l'électronique, des semi-conducteurs, l'invention du transistor, puis du microprocesseur. Alors tout cela n'est pas un flux continu, et cela doit éclairer aussi nos réflexions au temps présent. Tout ce que je vais essayer de vous présenter tout à fait opérationnel pour comprendre aujourd'hui et demain. Rappelons-nous, à la fin des années 1980, je ne sais plus si c'était Time ou Newsweek, la couverture, c'était la Statue de la Liberté avec un kimono, parce que Sony venait de racheter la Columbia, l'un des grands studios d'Hollywood. Il y avait le sentiment d'un déclin américain. Les États-Unis revendaient de nombreuses entreprises. On se rappelle que Thomson avait même racheté la branche télévision de RCA, qu'un peu plus tard, Alcatel a racheté les Bell Labs. Et on avait l'impression que la puissance américaine déclinait. En fait, non. C'était simplement le passage d'une génération à une autre, et émergeaient les Apple, les Microsoft, etc. Donc il y a des périodes d'avancée de ce système américain et des périodes non pas de recul, jusqu'à présent il n'a pas reculé, mais de stagnation et de redémarrage.
Alors tout cela a une dimension politique extrêmement importante, c'est-à-dire que cette poussée technologique n'est possible que parce qu'elle est accompagnée par un vrai projet politique. Il y a un vrai projet politique des États-Unis depuis le début du XXe siècle, un, de s'émanciper de la puissance britannique, deux, de devenir le leader dans tous les domaines de l'information et de la communication. Tout ça, c'est dans des rapports du Sénat, de la Chambre des représentants, etc. Ce n'est pas des conjectures, c'est écrit noir sur blanc. Un exemple. Nous sommes en 1944, le débarquement n'a pas encore eu lieu. La presse américaine affrète, avec le soutien du département de la Défense, des avions qui vont faire le tour de tous les pays qui ne sont pas encore en guerre, des pays alliés, pour leur dire voilà, à la fin de la guerre, on mettra en place le free flow of information. C'est-à-dire que l'information et sa diffusion ne doivent plus avoir aucune limite, ni économique, ni politique, ni légale. C'est, si vous voulez, l'équivalent du GATT pour l'information et la communication. C'est fait alors que le débarquement du 6 juin n'a pas encore eu lieu. Il y a donc une anticipation pour faire de la planète un marché unique, ouvert à l'information américaine. Et tout ça se double de tout ce que vous connaissez, les studios d'Hollywood, la télévision, la création, par exemple, dans les années 60, chaque network de télévision américaine se dote d'une filiale d'exportation vers les pays étrangers, d'abord du Sud, puis Europe. Donc, il y a un projet extrêmement cohérent. Alors, ce projet, il suscite des résistances. Et c'est notamment, au cours des années 60-70, avec les pays non alignés, ce qu'on appelait la demande d'un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, le NOMIC. Cette demande est débattue à l'UNESCO. Elle est débattue également à l'Union internationale des télécommunications. Et là aussi, il y a une bataille politique des États-Unis qui vont d'ailleurs quitter l'UNESCO, qui vont y revenir. Donc, il y a là un projet qui est soutenu par le département d'État, par l'ensemble de l'appareil administratif américain et par ses entreprises. C'est-à-dire que j'affirme, je pense avec certaines preuves, qu'il y a un lien constant entre cette politique étrangère des États-Unis et la stratégie des entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit exactement de faire ci, de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrence entre ces entreprises. L'équivalent des GAFAM avec un marché moins large, c'était IBM, c'était ITT, c'était AT&T, c'était Western Union, c'était toutes ces entreprises. Elles se concurrençaient. Mais l'autorité des États-Unis était représentée par ces entreprises et elles ont gagné de plus en plus de territoire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation, pour ne pas parler trop longtemps, qui résulte d'un nouveau basculement qui est l'émergence de la norme IP. On parle beaucoup du numérique, mais on pourrait vivre dans un monde numérique où chaque pays a son système numérique, avec une télé numérique, avec aucun problème. C'est ce qu'a essayé de créer l'Europe. Dans les années 70-80, l'Europe, technologiquement, n'est pas du tout en retard sur les États-Unis en termes d'innovation. On crée des réseaux totalement numérisés, mais ces réseaux sont construits par des opérateurs publics en situation de monopole dans leur pays, et ce sont des réseaux fermés. Donc, voilà, il y a des normes, on communique, mais c'est politiquement tenu. La souveraineté sur le réseau reste dans les mains du pays, reste dans les mains de la nation. Ce que font les États-Unis avec Internet, c'est la norme IP, l'Internet Protocol, qui lui est totalement ouvert. C'est un réseau ouvert. Et pour promouvoir cette norme, les États-Unis, au début des années 80, mettent fin au monopole de AT&T aux États-Unis, ouvrent tout à la concurrence et disent maintenant aux Européens, vous allez faire comme nous. Nous avons ouvert les télécoms à la concurrence, eh bien faites comme nous. Les Européens, non. Ah oui, mais il y a les Anglais, les Britanniques, avec Mme Thatcher, progressivement imposent à l'Europe la libéralisation des télécoms. Et ce qui hante, c'est la norme IP. C'est cette norme, la puissance de la normalisation. On dit que l'Europe est puissante par sa capacité à normaliser. Mais la vraie norme qui nous occupe, c'est la norme IP. On pourrait, encore une fois, j'insiste bien, avoir du numérique avec d'autres normes. Il y avait le réseau Euronet qui fonctionnait très bien, ce n'était pas la norme IP.
On a essayé de résister à ça, mais il y a une puissance économique, politique, des dépendances qui font tout ça. Et donc nous sommes dans cette situation, et ce sera mon dernier point pour cette première intervention, où a été inventé le World Wide Web, ce que nous utilisons, hein, c'est-à-dire ce système qui est greffé sur Internet. Hein, peut-être certains d'entre vous pensent que c'est dans la Silicon Valley, quelque part. Non, c'est à Genève, avec de l'argent européen, dans une institution européenne, le CERN, par un Britannique, Tim Berners-Lee, par un Belge. Seulement 1 an après l'invention du World Wide Web, M. Tim Berners-Lee devenait professeur au MIT. Il crée avec ses collègues américains un organisme, le W3C, qui normalise et régit le développement du World Wide Web, ce qu'on appelle Internet, et ce qui était européen, par les processus que je vous ai expliqués, est devenu américain, et maintenant nous en sommes là. Donc, j'entends bien sur la puissance de la Russie à l'heure actuelle. Pour moi, elle est, je dirais, un tout petit peu anecdotique hein, par rapport à toutes ces questions. La seule vraie contre-puissance qui peut exister, c'est la Chine. Pourquoi ? Parce qu'elle a décidé, elle, de refuser cette logique avec des coupures, avec un système qui est de plus en plus à part, et elle lie sa souveraineté certaines choses. Attention, je ne défends pas le régime chinois, ce n'est pas la question, mais avec ce marché énorme, et puis une langue, eh bien, il y a là la possibilité de quelque chose qui peut se contrebalancer, mais ça, bon, nous verrons bien. Voilà les éléments dans la longue durée que je voulais situer, les acteurs qui me semblent importants dans cette histoire. Merci Pascal. Alors Ophélie Coelho, vos travaux de recherche à vous abordent ces enjeux de manière très concrète au travers à la fois des infrastructures et des technologies numériques. Je crois que vous nous avez préparé une série de visuels qui vont nous aider aussi à comprendre très concrètement de quoi on parle quand on identifie ces enjeux géopolitiques. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Vous m'excuserez sur le visuel, j'ai fait quelques petites fautes d'orthographe. J'ai essayé de faire un support assez rapidement. Et il y a des fautes qui sont passées à la trappe. Franchement, merci beaucoup pour votre intervention historienne. Parce que, en fait, finalement, c'est très compatible. Je vais finalement aller dans la continuité et je pense qu'on est assez d'accord sur pas mal de points, par ailleurs. Donc en effet, tout à l'heure, justement, on parlait de l'empire colonial britannique et du fait que, au début du XXe siècle, il y avait quand même déjà quelque chose qui se tramait au niveau des télécommunications. C'était le réseau télégraphe qui appartenait en grande partie en fait par l'empire colonial britannique. Alors c'était toujours une gouvernance partagée, on va dire les choses comme ça, puisqu'il y avait une méga entreprise, on va dire la multinationale de l'époque, qui était l'Eastern Telegraph Company, qui n'appartenait pas vraiment à l'État, hein, pour le coup, mais qui était tout de même missionnée hein, par la couronne sur un certain nombre de choses et qui servait en fait notamment à relier aussi au travers de ce qu'on appelait la All Red Line les différentes colonies britanniques. Donc c'est une histoire qui remonte quand même à assez loin. Et si vous voyez sur les différents pays, vous voyez aussi des lignes noires. Hein. Les lignes rouges, c'est les frontières de cette carte. Et vous avez des lignes noires qui sont en fait les réseaux de l'époque. Donc on voit déjà à l'époque les réseaux télégraphiques terrestres. Ne jamais penser qu'aux câbles sous-marins. Hein. Il faut aussi penser aux câbles terrestres. Et on voit déjà, dès cette époque-là, une très grande différence entre des réseaux télégraphiques terrestres qu'il pouvait y avoir sur les continents et des réseaux télégraphiques qui étaient ceux d'autres pays, d'autres continents, comme l'Amérique du Sud, l'Afrique et en Asie également. Donc on a déjà en fait quelque chose qui au final ressemble sous certains aspects à ce qu'on a aujourd'hui en 2024 en termes de câbles sous-marins. Alors pourquoi je vous montre ça ? Le câble sous-marin, c'est quand même par là que passe la très grande majorité des données numériques aujourd'hui. Sans ces câbles sous-marins, on n'aurait pas la possibilité, en tout cas, de communiquer d'un continent à l'autre. On pourrait tout à fait avoir, comme le disait très bien tout à l'heure monsieur, qu'on pourrait tout à fait avoir ce qu'on pourrait appeler des intranets, enfin des internets en tout cas, qui seraient continentaux. On pourrait faire le choix, par exemple, d'avoir un internet africain qui serait complètement coupé de l'Europe et du reste du monde. On pourrait avoir un internet européen qui choisirait de filtrer certaines informations par rapport aux États-Unis, etc., etc. Ce que fait la Chine aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça, c'est un travail de filtrage. On appelle parfois l'internet chinois un intranet. En fait, c'est pas un intranet, c'est un internet.
Internet. C'est la même technologie, grosso modo. En gros, simplement, ils ont tout un tas de mécanismes de filtrage d'informations qui leur permettent de contrôler ce qui rentre et ce qui sort, et qui leur permet par ailleurs de faire de la modération de contenu qui participe à leur politique de propagande. Donc, en fait, on a une plasticité technique des réseaux de télécommunications et des réseaux Internet qui font qu'au final, et qui par contre sont instrumentalisés politiquement. C'est devenu extrêmement normal pour nous de dire que Internet est forcément un village global, est forcément synonyme de démocratie et de liberté, et que tout ennemi de cette vision globale, donc de la vision locale, est forcément un autoritarisme et qui va plutôt, généralement, eux de leur côté, utiliser un discours qui est la domination occidentale essaye de nous imposer des standards de vie. Donc en fait, il y a des récits politiques qui utilisent et qui instrumentalisent la plasticité formelle d'un processus qui au départ est tout à fait technique et tout à fait malléable. Tout ça pour dire qu'il faut quand même faire attention, déjà, à la base, avec ces discours sur la technologie. En fait, la technologie est bien ce qu'on en fait, avant tout. Et après, tout le reste n'est que récit politique et stratégie d'expansion des uns et des autres. Ensuite, c'était très bien de prendre toute cette histoire donc les câbles sous-marins. Ensuite, on a eu en effet IP, la norme IP, puis ensuite donc TCP/IP plus précisément. Ensuite, on a eu le World Wide Web. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé sur cette couche du World Wide Web ? On a eu des entreprises, pour le coup, qui ont fait des applications, qui ont privatisé qui ont privatisé le web. Le doux rêve de Tim Berners-Lee, qui au départ avait créé le web pour faire de la gestion documentaire au sein du CERN. Au départ, c'était pour du partage en fait, de documents et d'archives scientifiques. Et finalement, c'est devenu un monde totalement privé et privatisé par un ensemble d'entreprises. J'ai mis vraiment un tout petit échantillon d'entreprises parce que ça prenait beaucoup de temps d'aller chercher tous les logos des entreprises. Mais en gros, vous imaginez bien que l'ensemble des entreprises qui habitent, qui forment cet écosystème du web, ne rentrent pas du tout dans cette salle, de manière générale. Simplement, ce qu'il faut retenir par contre sur l'évolution depuis cette fameuse création du World Wide Web et des premiers acteurs du web, c'est qu'on a une forte interdépendance entre infrastructures physiques d'un côté, donc on a parlé des réseaux de câbles, on peut parler également des centres de données qui ont pullulé un petit peu partout, et puis on peut parler des terminaux qui accompagnent notre vie quotidienne. Bon. Eh bien, toute cette infrastructure physique est réellement dépendante aujourd'hui d'une couche logicielle. Alors, il faut rappeler quand même que le logiciel, au départ, c'était du code intégré dans une machine qui n'était pas connectée à l'extérieur et qui, généralement, était vendu avec la machine. Puis, au bout d'un moment, ils ont fini par vendre logiciel et machine de façon séparée. C'est ce qui a donné naissance à des spécialistes du logiciel, ce qui a permis le marché en fait, à des acteurs privés qui n'ont fait que du logiciel. Et aujourd'hui, en fait, l'infrastructure physique est extrêmement dépendante du logiciel. Donc, contrairement à l'époque, au début du XXe siècle, où finalement, si l'empire colonial britannique n'était pas content avec l'Eastern Telegraph Company, il pouvait tout simplement aller envoyer l'armée et aller récupérer les câbles et les stations d'atterrissement. En gros, aller chercher du matériel. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que le logiciel, en fait, est en quelque sorte une possibilité de gérer les infrastructures à distance dans plusieurs points du monde. Le logiciel est duplicable un peu partout dans le monde, etc., etc. Ce qui le rend un petit peu moins facile, disons, à récupérer quand on le veut. Et par ailleurs, autre dimension propre au logiciel, elle nécessite une expertise technique qui, pour le coup, fait qu'aujourd'hui, malheureusement, en fait, les savoirs ont été, disons, internalisés dans les entreprises. Donc, c'est plus difficile pour les États de les acquérir. Je ne comparerai pas néanmoins les entreprises privées, la multinationale du numérique, à un État. On a affaire à deux entités complètement différentes et je pense qu'on se trompe quand on les compare et quand on compare leur puissance. Ils ont des leviers de puissance similaires, mais une multinationale du numérique n'a pas d'armée. Par ailleurs, les acteurs techniques restent des acteurs instrumentalisés par les États. Des exemples récents, par exemple, en 2020, lorsque les États-Unis décident de restreindre l'utilisation des technologies américaines à la Russie, et ça mène à quoi ? Par exemple, à la suppression de Google Pay et Apple Pay en Russie, qui fait que les Russes se sont retrouvés au guichet de transport parce qu'ils payaient en fait leur transport avec leur téléphone, et donc ils se sont retrouvés là-dessus. C'est pas non plus ultra bloquant puisqu'ils sont passés sur un système de paiement classique, la carte bancaire.
Voilà, tout simplement. Et puis par ailleurs, ils ont contractualisé avec des boîtes chinoises pour pallier en fait au manque, à leur exclusion du système SWIFT pendant un moment. Et puis il y a d'autres acteurs qu'on ne connaît pas beaucoup, qui sont aussi des multinationales du numérique d'une certaine manière, et qui sont par exemple les fournisseurs d'accès Internet de Tier 1, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet de la dorsale d'Internet. Cogent et Lumen, donc ils sont aussi américains, hein, les leaders sur les FAI Tier 1, fournisseurs d'accès Internet Tier 1. Cogent et Lumen, par exemple, ont coupé aussi l'accès à des grandes sociétés russes en 2022 aussi. Mars 2022, donc c'est-à-dire qu'en gros, il y a une bonne partie du trafic russe qui a été coupée. Des entreprises qui ne pouvaient plus fonctionner parce qu'un fournisseur d'accès Internet installé sur le territoire, d'accord, ces fournisseurs d'accès Internet américains sont internationaux, hein, historiquement bien situés, eh bien ont décidé de couper l'accès. Donc, on entre dans une autre dimension quand même qui peut être... voilà, donc c'est une instrumentalisation en effet par les États d'une dimension infrastructurelle. Ces acteurs techniques sont instrumentalisés par les États. Ils n'ont également pas la même importance selon le nœud de dépendance, qu'ils représentent. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Europe, de manière générale, on va dire que 33% des centres de données mondiaux sont aux États-Unis. Il y a une très très forte dépendance infrastructurelle sur les données, l'hébergement des données, se trouve aux États-Unis. Bon. En Europe, du coup, on est extrêmement dépendant de ces centres de données. C'est cela qui nous rend extrêmement dépendants des câbles sous-marins qui nous relient au continent américain. Si on n'avait pas les centres de données aux États-Unis, on serait moins dépendant du câble sous-marin, en fait. On pourrait éventuellement les couper, on n'aurait pas de problème s'ils étaient chez nous, par exemple. Donc on voit en fait que les mécanismes de mise en dépendance vont favoriser certains acteurs par rapport à d'autres. Et donc, forcément, l'Europe, comme n'importe quel autre pays qui se trouverait en dépendance les uns par rapport aux autres, c'est pareil, par rapport à la Chine, on peut avoir aussi des données, éventuellement peut-être en Chine, on serait dépendant de la Chine sur ces données-là, peu importe de quel camp on parle. Hein. Mais néanmoins, voilà, dans une logique d'influence et de négociation avec un pays ou une entreprise, on va toujours garder à l'esprit ce que cette entreprise et ce pays représentent pour nous en termes de dépendance. C'est ça, en fait, le rapport géopolitique sur le secteur numérique aussi. Pas seulement l'informationnel, en fait. L'informationnel, par-dessus, on va voir pourquoi ça... Ah, tiens, ça ne marche plus. Je vous laisse le remettre Bon. Bonjour la régie. Je crois qu'il va falloir faire 100. Ouais, c'est ça en fait. C'est les Chinois qui ont coupé. Ou les Russes. Ou les Russes. Bon, c'est pas grave. Oui. Au pire, c'est pas grave. Donc j'en étais à, du coup, la question des interdépendances. Donc cette question des interdépendances, comme vous l'avez vu, donc elle va favoriser plus ou moins... Alors c'est dommage quand même parce qu'il y avait un élément particulièrement intéressant là-dessus, sur la multinationale du numérique, qui du coup, elle aussi, va profiter évidemment des rapports géopolitiques. J'ai dit que d'un côté, la situation géopolitique, les États vont instrumentaliser les acteurs techniques évidemment profitent également de la situation géopolitique, puisque par exemple, dans le cadre de la guerre économique et technologique avec la Chine, on va se retrouver avec donc des financements de la part des États, que ce soit l'État américain ou l'État chinois, qui vont massivement apporter des fonds, massivement investir dans leurs acteurs technologiques. Du côté chinois, ça va être du Tencent, ça va être du Hikvision, qui est un acteur de la vidéosurveillance chinoise, qui se développe un petit peu partout, et notamment sur le continent africain. On va avoir Huawei, évidemment, dont on parle beaucoup. On va avoir ByteDance avec TikTok. On parle énormément de la guerre informationnelle, évidemment. Et du côté américain, on les connaît bien, que ce soit les GAFAM ou d'autres entreprises sous-jacentes, hein, comme je vous l'ai dit, Cogent, Lumen, etc. Donc
C'est pas grave, il n'y aura plus. Donc j'avais une belle carto avec des câbles encore, et puis d'autres, et puis l'évolution technique de Google, de l'expansion technologique du géant Google sur pas mal de secteurs. On fera 100, c'est pas grave. Et je vais de toute façon conclure parce que je pense que j'ai un petit peu pris de temps. Simplement par cette chose, ouais, voilà. Bon, alors ça c'est pour Google. Mais j'aurais pas forcément le temps, je pense, de bien décrire. Simplement, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il y a une tendance aujourd'hui à se dire, oui, bon, il faut réguler ces acteurs technologiques, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Bon, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui ? Je vais aller directement. Donc déjà, premièrement, pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui ? Parce que derrière les récits politiques, les acteurs techniques ont quand même mis en place des dépendances, que ce soit des dépendances industrielles, techniques, infrastructurelles, économiques et d'usage. Qu'il y a eu des tentatives pour réguler ces acteurs. Hein. Ce sont des tentatives de droits du numérique locaux, par exemple. On a le droit du numérique européen. On a le droit du numérique californien. La Corée du Sud est pas mal là-dessus aussi. Hein. Nous, on s'enorgueillit beaucoup du droit du numérique européen, mais en Corée du Sud, ils ont des choses bien aussi de ce côté-là. Bon, et puis après, il y a des alliances. Je parle d'alliances parce que c'est un terme beaucoup à la mode hein, sur la solution à apporter sur ces sujets-là. Des alliances au sein d'organisations intergouvernementales, et ça fait depuis longtemps que ça existe, autant sur des standards techniques, voilà, l'Union internationale des télécoms, l'IETF, le W3C, Internet Society, enfin, il y a tout un tas d'organismes qui gèrent la standardisation technique. Et au niveau régulation et politique, il y a l'OCDE, par exemple, le projet de l'OCDE sur la taxation de l'économie numérique, il y a la Freedom Online Coalition, il y a une alliance transatlantique, la EU, US Trade and Technology Council, voilà, depuis quelques années déjà. Il y a des litiges qui sont réglés au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, et pourtant on n'arrive pas à réguler les multinationales du numérique aujourd'hui. Et ça fait un moment qu'on y pense, hein, c'est pas nouveau. On a bien vu qu'ils prenaient beaucoup de pouvoir. Alors pourquoi ? Parce que, comme vous avez pu le comprendre avec M. Collomb au début de cette intervention, ces acteurs sont des outils de renseignement et des outils de manipulation informationnelle, des outils de propagande. Les États n'ont aucun intérêt, en réalité, à faire disparaître ces outils. Tant qu'on est dans un contexte de guerre, et tant qu'on emploie un discours de guerre qui oppose les uns et les autres, en réalité, ces outils ils sont importants parce que c'est eux qui vont permettre d'installer des récits. Donc les États n'ont pas particulièrement d'intérêt en fait, à réellement les contraindre. Les outils de renseignement et de désinformation leur sont utiles, d'un côté comme de l'autre. Ensuite, les multinationales du numérique ont leur propre levier de pouvoir, donc fondé sur la mise en dépendance. Des mises en dépendance qui comprennent autant les infrastructures que les logiciels, que la gestion des infrastructures à distance, etc. etc. Le projet JEDI aux États-Unis, qui est lié à l'armée, est une mise en dépendance de l'armée américaine par des géants, par des multinationales du numérique, par exemple. Évidemment, l'affaiblissement des politiques anti-monopole aux États-Unis depuis les années 70-80 a accentué le phénomène à tel point que les États-Unis n'arrivent plus à réguler aujourd'hui leurs entreprises sur leur propre territoire. Regardez ce qui se passe depuis 2020, c'est assez passionnant sur la politique antitrust. Et ensuite, évidemment, le fameux manque de concordance du temps. Souvent, on dit le temps technologique est trop rapide, le temps de l'innovation est trop rapide, c'est de l'hypervitesse, etc. Ce n'est pas le sujet. En fait, ce n'est pas le problème du temps de la technologie, c'est le temps du marché. Remettons les choses dans leur contexte. Ce n'est pas le temps de la technologie, c'est le temps du marché. Le marché va plus vite, en effet, que le temps de la régulation et que le temps de la démocratie, c'est-à-dire du parlementaire, en fait. Donc c'est ça la réalité. On n'a pas de concordance des temps entre le temps du marché d'un côté et le temps de la régulation de l'autre. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être vraiment optimiste sur un projet de régulation, qu'il soit international, transatlantique ou autre, ou voire même national. Je pense qu'il faut en effet prendre conscience de cela et par ailleurs, peut-être aussi prendre conscience que chaque choix technologique, que ce soit infrastructurel, logiciel, etc., finalement oriente et donne des pouvoirs à tel ou tel acteur technique et national. Voilà. Merci Ophélie. Dominique, j'ai envie de vous passer le bâton de parole. Merci. Sous deux angles. Le premier, c'est quel regard vous portez sur ce qu'on vient d'entendre en lien avec notre thématique.
Et puis après, peut-être aller sur un focus beaucoup plus précis, parce qu'on l'a abordé hier, et je trouvais que l'approche était intéressante, qui sont les impacts de ces jeux géopolitiques, et notamment sur un plan énergétique et ressources. Alors, ce que ça m'inspire, et je ne suis pas spécialiste comme les deux précédents orateurs et oratrices, c'est le fait qu'on est censé parler d'intelligence artificielle et géopolitique. Là, vous avez évidemment retracé ce que vous appelez le numérique. Et alors, je me pose évidemment la question qui a été posée hier en fin de journée. Est-ce que nous sommes dans un prolongement ou bien est-ce qu'il y a un réel changement avec l'intelligence artificielle? Et ça, d'une certaine façon, je peux vous renvoyer la question aussi. Cela étant, vu de ma lorgnette de journaliste, je vois la traversée de l'intelligence artificielle dans tous les champs. Je pourrais dire du hardware au software pour parler en anglais, mais je veux dire quoi? Ou dans l'autre sens. Du microprocesseur au canard, c'est-à-dire la fake news. Vous savez, fake news, c'était le canard. Canard. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bataille pour les microprocesseurs. Ça a été évoqué au cours des journées. Donc, bataille entre de très grandes entreprises. On a cité NVIDIA qui crée ce qui s'appelle des GPU, c'est-à-dire des systèmes qui permettent justement de mieux travailler plus vite en intelligence artificielle. Mais après, évidemment, donc tout ce qui lie cela, économie au sens plus large. Mais après, les normes. Qui va définir les normes? Vous disiez actuellement des régulations pas faciles. On sait que, et ça vous devez le savoir beaucoup mieux que moi, historiquement, les lieux où se font les normes, c'est super important pour la technique, mais aussi pour l'économie de façon générale. Les Français ne sont pas mauvais. Je crois que les Britanniques, ils savent toujours investir un peu ces lieux-là. Mais ce qu'on a vu au fil des années, c'est beaucoup les Américains, mais aussi les Chinois investir ces lieux. Donc des lieux, sauf s'il y en a parmi vous qui fréquentaient, qui avaient œuvré dans ces lieux, c'est un peu ce que les gens aiment appeler le back-office. On est en coulisses. Sauf que c'est super, super important. Tout ce qui est informatique, électronique, même les écrans, ça passe par des normes et des régulations. Donc ça aussi, pour l'intelligence artificielle, comment ça va se décanter à la fin? S'il y a une fin, il n'y en aura peut-être pas. Et évidemment, en traversant là du hardware au software, et la conférence précédente était passionnante, c'est quand on arrive au culturel, qui lui-même, et ça vous l'avez dit et redit, vous connaissez les mots actuels, storytelling, refait des histoires de façon à parfois faire de gentilles fake news sur ce qui s'est passé avant. Ça veut dire des récits différents selon les endroits où on est. Alors c'est ça qui me frappe avec l'intelligence artificielle, et je vais revenir sur un point plus précis que j'avais cité à Céline. En intelligence artificielle, quelles sont les langues qui sont les plus pratiquées? Toutes ne vont pas l'être. Combien on a de langues sur Terre déjà? C'est des milliers, c'est 6000 encore? Enfin, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié. Mais vous vous rendez compte de la prééminence de certaines et de ce que l'on peut faire avec ces langues-là et pas avec les autres. Si vous voulez, je pourrais vous raconter des petites histoires un peu dangereuses sur qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Céline est au courant. L'autre jour, nous déjeunions
avec Laetitia Via, avec Stella qui nous a parlé hier, avec Grégory, je ne sais plus si dans la salle, on était tous les quatre et on se dit, ah, mais alors l'IA, est-ce que c'est une arme ? Et puis alors on est tombé sur l'idée de l'appeler arme, c'est potentiel, hein, arme de domination massive. Pas destruction massive, peut-être désorganisation massive, mais pourquoi pas arme de domination massive? Parce que regardez, ce dont vous nous avez parlé, c'est une évidence. On est dans l'hémisphère nord. Qu'est-ce qui va se passer demain avec l'Afrique, avec l'Inde, avec l'Amérique latine, surtout l'Afrique, démographiquement parlant? Donc ça va être un lieu totalement dominé par une nouvelle technologie qui, elle, comme je le dis, traverse tous les champs. C'est ça qui me frappe. Une autre chose, et puis j'arrête. Quand vous avez raconté comment les choses se sont développées, et notamment pour les réseaux, ça a été abordé au départ. Le Internet, c'est un réseau militaire, DARPA. Hein, c'est militaire. Ensuite arrive cette couche World Wide Web, qui est un protocole, il faut qu'il définisse le protocole. Comme par hasard, on est dans un lieu civil en Europe. Et là, on voit aussi le lien entre civil et militaire pour un certain nombre d'activités absolument fondamentales pour tout ce qui est la géopolitique quand même. Et où les positions, les postures ne sont pas les mêmes, les financements, bien entendu, ne sont pas les mêmes, les rapports de l'État avec ces grandes entreprises ne sont pas les mêmes, etc. etc. Une dernière remarque. Je crois qu'on l'évoquait tout à l'heure en étant assis l'un à côté de l'autre. Il est clair que chez les diplomates, il faut à minima qu'il y ait une acculturation réelle sur les questions d'intelligence artificielle et de numérique que tout le monde n'a pas toujours. Et on retombe sur ce qu'on se disait hier lors de certaines conférences, la compétence, la formation, et une formation qui doit être sans arrêt recommencée parce que vitesse, accélération surtout, nouveaux concepts, prise de conscience des enjeux à la hauteur où ils se placent. Voilà, moi c'est les petites remarques que je voulais vous faire, mais je ne suis pas spécialiste. Merci Dominique. Alors ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on ouvre quelques discussions et quelques champs de réflexion. J'avais un premier point, vous l'avez abordé tous les deux, Pascal et Ophélie, qui est ce qu'un chercheur il y a quelques années avait appelé la fragmentation du web, c'est-à-dire ce passage d'un monde en protocole très ouvert à une réappropriation par certains États ou certains continents et finalement un phénomène de cloisonnement. Donc c'est évidemment le cas de la Chine, on l'a très longuement abordé hier, mais on voit bien que depuis une dizaine d'années, la Russie est exactement dans le même type d'approche. Est-ce que cette fragmentation est une forme de contestation des puissances, peut-être celle des États-Unis, ou est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que ça traduit? Moi, je dirais que ça représente une reconnexion entre ce qui était l'état considéré comme normal des choses jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire une reconnexion entre la souveraineté d'un État et la maîtrise de ses systèmes d'information et de communication. Revenons dans les années 70-80 avec le développement de la télévision directe par satellite. C'est une technologie qui a été tout d'abord développée aux États-Unis, puis par un État, le Luxembourg, en Europe, qui a été pionnier dans ce domaine. Et ça remettait totalement en cause les monopoles nationaux de chaque télévision, et en France, la télévision nationale, et on a parlé de satellite Coca-Cola. C'est-à-dire que la grande crainte, c'était de voir les programmes américains avec leur publicité arriver directement chez les citoyens consommateurs français sans aucun contrôle de l'État. Alors c'était techniquement possible,
mais ça a été géré politiquement et légalement. C'est-à-dire que les chaînes qui émettaient sur ces satellites se sont soumises à la réglementation des États. Cela veut dire que là, de manière stricte et autoritaire, par négociation, les États européens ont réussi à bloquer une sorte de fatalité technique. Et ce qu'a créé la norme IP, c'est une nouvelle possibilité de contourner cela. Et là, il n'y a pas eu la puissance politique pour s'y opposer. Donc ce que vous dites, votre question est assez intéressante parce qu'elle montre comment les choses ont changé. Dans les années 70-80, jusqu'à ce que j'appellerais, même si la formule devrait être discutée, le tournant néolibéral de la seconde moitié des années 80, c'est l'époque Reagan, Thatcher, etc., le livre vert des télécommunications dans les années 90 pour la Commission européenne, etc., on trouvait tout à fait logique et bénéfique, dirais-je, pour un État que sa population soit protégée d'une certaine manière de choses qui ne devaient pas arriver directement vers ses oreilles. Et puis, il y a justement, votre question, c'était on regrette, il y a fragmentation. Et puis, alors les exemples, c'est vrai, ne sont pas très positifs parce que c'est la Chine et c'est la Russie qui le font. Mais en mettant de côté leur nature politique, simplement, la Chine et la Russie reprennent possession d'une forme de souveraineté sur leur réseau. Alors, est-ce qu'on doit le regretter ou pas? Pourquoi l'Europe ne pourrait-elle pas le faire? Parce qu'elle aurait peut-être beaucoup à perdre en termes économiques, et puis parce que nous sommes dans un écosystème commun avec les États-Unis qui est différent. Donc, je ne parlerai pas de fragmentation, et surtout, il faut rompre avec cette impression qu'il y a une marche de l'histoire qui fait qu'on doit aller dans ce sens. Non, il y a des périodes de changement, de coupure, etc. Et juste un deuxième point pour répondre à votre question. Vous avez évoqué, Ophélie, les organismes de réglementation. Il y en a en effet toute une série, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et puis surtout, ces organismes ont des natures différentes. Et là, on revient au marché et on revient à une vision libérale de l'économie et plus globalement des technologies. L'Union internationale des télécommunications, c'est une organisation qui existe toujours et qui gère les télécommunications dans une large mesure pour les grands réseaux, etc., qui a été créée au XIXe siècle. Ça s'appelait l'Union télégraphique internationale. C'est la première organisation internationale de l'histoire, avant même l'Union postale universelle. C'est-à-dire qu'on avait besoin de coopération pour faire des réseaux de télécommunications. Et cette organisation, les membres, ce sont des États. Ce sont des États. Donc, c'est une organisation qui décide d'une réglementation, d'une régulation, de normes, de tarification, jusque dans les années 60-70, a priori. Avant d'ouvrir un service, on va définir des règles, et quand elles sont définies par les États, eh bien, les entreprises ici, les administrations là, les adoptent. Tout cela a complètement basculé avec le développement d'Internet, le web et la création du W3C, le World Wide Web Consortium. Dans le World Wide Web Consortium, qui est créé au début des années 1990 à l'initiative des États-Unis, on n'est plus dans un top-down, c'est les États qui vont décider d'une règle et les autres vont s'y adapter. C'est ce qu'on appelle du bottom-up, c'est-à-dire que ce sont les membres du W3C, ce sont des entreprises en très grand nombre, celles que vous connaissez. Ce sont aussi des administrations éventuellement, en tout cas, il n'y en a plus dans ce domaine, mais des services relevant d'un État, c'est tout à fait possible, sous une forme ou sous une autre, d'économie mixte. Et c'est les pratiques, c'est-à-dire que quand 3-4 acteurs majeurs convergent vers une norme, on les laisse faire, il n'y a aucune interdiction, et c'est cette norme qui va apparaître. Et ça, c'est un renversement de la règle complet qui a été demandé par les États-Unis dans des tas de domaines depuis le début du XXe siècle. Alors on a parlé de normes, on a parlé de règles, mais c'est quelque chose d'essentiel et politiquement crucial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu du fait qu'au W3C, les membres les plus puissants sont des entreprises nord-américaines, eh bien, la normalisation, elle se fait. Alors l'argument, il est simple. Ça favorise l'innovation, ça favorise le dynamisme, etc. À une époque, pour contester cette nouvelle règle du jeu, à l'UIT, on disait oui, c'est la règle du plus fort.
Dernier exemple, lorsqu'on développe les satellites géostationnaires dans les années 1960-1970, l'UIT dit « Nous allons affecter à chaque État des places sur cette orbite géostationnaire, qui sont rares. » Les États-Unis disent « Mais c'est n'importe quoi ». À l'UIT, ils disent « Mais qui peut mettre un satellite en orbite géostationnaire ? Il n'y a que nous. » Donc, à quoi bon faire une règle ? Et ils ont commencé à placer des satellites, il y a eu un moratoire, etc. Donc, ils ont dit, la règle qui précède l'utilisation est une gêne. Et le début de la bascule a commencé avec cela. Et donc, vous comprenez bien, et c'était le thème de notre sujet, ce n'était pas uniquement l'intelligence artificielle, c'était le numérique. Il y a une dialectique entre la puissance technologique, la puissance économique et la capacité à fixer les règles et les normes. Et les trois s'entretiennent, l'un ne découle pas de l'autre, mais c'est cette dynamique qui est vraiment cruciale pour comprendre ce que nous vivons. Alors forcément, ça prend du temps. Et pour ça que le projet américain, j'insiste, il est très ancien. Merci. Ophélie, vous voulez réagir sur ce point-là ? Je pense qu'on peut passer à la question suivante là-dessus, parce qu'on a bien fait le tour là-dessus. Question suivante. Alors, vous en avez parlé un peu en creux dans vos deux exposés initiaux. La question de la concurrence entre les États, les puissances publiques et effectivement les firmes privées internationales. Vous avez évoqué des mots précis. On a évidemment abordé la question des régulations, mais il y a la question de l'instrumentalisation, la question de la concurrence, de la dépendance, de l'interdépendance. Quel regard vous portez sur les logiques d'équilibre ou de rééquilibrage de la scène internationale sur ces enjeux du numérique et des technologies ? Qu'est-ce que, au-delà de ce qu'on a tracé en termes de perspective historique, si on dit que les firmes internationales ne prennent pas le pas aujourd'hui sur les puissances étatiques, qu'est-ce qui permet de le dire et quels seraient potentiellement les garde-fous pour qu'effectivement on reste dans ce type d'approche et pas dans une inversion de logique? Je pense que là encore, on oppose les deux. Aujourd'hui, globalement, les choses fonctionnent. Les États sont aussi sur le marché, je veux dire. L'interdépendance. Alors moi, c'est ce que j'aime bien appeler l'instrumentalisation de l'interdépendance. Avec la logique d'Internet, au départ, la philosophie, c'est de dire, c'est un peu comme sur le marché, un peu comme cette histoire de marché où on considère que le marché va se rééquilibrer, hein, c'est Adam Smith, les différents acteurs en fait sur le marché, petit à petit, le marché va se rééquilibrer tout seul, en fait. Hein. Ça va être du coup le marché va pouvoir se rééquilibrer tout seul, peu importe qu'il y ait des acteurs plus forts que les autres. Eh bien, dans les technologies numériques, il y a eu un petit peu cette sensation, enfin, cette idée-là, qu'en fait, avec les interdépendances des technologies numériques, que ce soit sur le réseau ou au niveau des logiciels, finalement, tout le monde aura besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'on pourrait pas faire sans les autres, et donc de là apparaîtrait un équilibre magique, un équilibre naturel. Or, que ce soit le marché ou que ce soit le numérique, on n'est pas du tout dans un équilibre naturel, encore moins naturel. Hein. On est bien dans une hiérarchie des acteurs, avec certains acteurs qui ont beaucoup de pouvoir et d'autres, on va avoir toute une nuance en fait de levier de pouvoir. Ceux qui prennent le plus de pouvoir sur ces chaînes de dépendance ou d'interdépendance, ce sont ceux qui vont choisir des nœuds stratégiques. Les nœuds stratégiques, ça va être les semi-conducteurs, par exemple. C'est pour ça que Taïwan est un sujet majeur aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un sujet majeur et central dans la guerre technologique et économique sino-américaine, bien sûr. Le sujet des semi-conducteurs. Le sujet du cloud, qu'on considère déjà comme terminé et clos, mais en fait, c'est aussi un nœud majeur, parce que le cloud, c'est à la fois, c'est pas seulement de l'usage courant de bureautique, non. C'est de l'hébergement de données, c'est du traitement, du calcul d'informations, c'est du traitement de données, des machines qui tournent pour pouvoir faire du traitement de données. C'est également ce qui a permis en fait le développement au final d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle plutôt intelligence artificielle, mais c'est des générateurs de contenu, c'est-à-dire le recueil de données a servi en seconde instance, en R&D, d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle.
Le projet de cloud, en fait, a mené, c'est ce qui a permis, en fait, de mener à des technologies de génération de contenu. Donc c'est une trame, en fait. Donc en choisissant des nœuds importants, les câbles sous-marins sont un nœud, les centres de données sont un nœud important. Bon. Les acteurs qui vont prendre possession de ces nœuds vont être plus puissants que les autres, tout simplement. Aujourd'hui, ce qui permet de prendre le contrôle sur ces nœuds de dépendance, c'est l'argent. Donc en gros, en effet, les entreprises qui ont le plus de moyens et qui vont avoir les États derrière eux pour financer leurs projets vont pouvoir acquérir ces nœuds de puissance. Voilà. Et c'est ça, en fait, le problème. Et donc, dans une espèce de cohabitation, enfin de pouvoir partager entre État et entreprise, parce qu'évidemment, l'entreprise, la multinationale du numérique, est un ambassadeur de son État d'origine, est instrumentalisée d'une certaine manière par son État d'origine, de même qu'elle instrumentalise son État. Voilà, et le contexte géopolitique. C'est gagnant-gagnant pour le moment, en tout cas, on peut le dire comme ça. Là où les choses se renversent, en revanche, c'est quand on a affaire aux États marchés. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous parler de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, vous avez un projet de numérisation, mais de manière générale sur le continent africain. Le continent africain, c'est l'Eldorado du numérique. Les multinationales du numérique, américaines, chinoises, mais également les télécoms européens qui essayent de survivre sur ce marché. Donc, profitent, en fait, les télécoms européens profitent de leur présence historique sur le continent africain pour quelque part se faire les partenaires indispensables des multinationales numériques chinoises et américaines et continuer donc d'exister. L'Eldorado africain, l'Eldorado numérique, par exemple, on va l'avoir dans certains pays, vous l'avez au Togo, au Ghana, au Kenya, etc., au Nigeria. Bon. L'Afrique du Sud est l'un de ces pays. Eh bien, en Afrique du Sud, vous allez avoir AWS, par exemple, qui crée des centrales solaires, pour, en fait, devenir ce qu'on appelle un prosumer, c'est-à-dire produire l'électricité qu'il va consommer dans ces centres de données, et devenir également un fournisseur d'électricité à la ville de Johannesburg, par exemple. Donc en fait, on voit en fait, si vous voulez, ces entreprises sur des marchés, dans des pays en fait sur lesquels ils ont moins de concurrence, à la fois en termes étatiques, avec des États peut-être moins forts, aussi en termes de concurrence privée, et bien en fait qui se permettent d'aller sur des secteurs, sur des domaines, dans des domaines qui sont profondément des domaines de souveraineté à la base, qui appartenaient chez nous à l'État et disons à des entreprises nationales en tout cas. Donc là, ça pose d'autres questions, et ça on pourrait le dire dans plein de pays différents en fait. Ça c'est quelque chose dont on parle assez peu. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont sous-jacents en fait, à ce que nous on voit, qui est purement nos usages quotidiens, les réseaux sociaux, etc. Au-delà de ça, ces nœuds-là de tension, qui au départ sont sur le numérique, puis sur les infrastructures, puis sur l'énergie, et notamment l'énergie. Voilà, vous avez aussi la question de la vidéosurveillance pour les Chinois. Bon, voilà, tout ça, c'est vraiment cette question des nœuds de pouvoir. Voilà, par rapport à cette interdépendance. Donc après, comment est-ce qu'on fait face à ça ? Alors moi, j'ai une théorie qui est de dire qu'à un moment donné, il faut des alternatives. C'est jamais bon d'avoir des monopoles technologiques, d'avoir des monopoles tout court. Donc en fait, la seule possibilité vraiment de s'en sortir de ça, c'est à la fois d'un côté, d'avoir en effet une renaissance des États, on pourrait le dire comme ça, d'une certaine manière, en tout cas un équilibrage plutôt, un équilibrage des États. C'est pareil, le monopole privé, là on a un monopole états-unien, un impérialisme américain qui perdure, etc. Voilà. Mais donc dans les deux cas, ce qui nous manque, c'est l'équilibre en fait. C'est ce fameux équilibre naturel qui était censé nous donner le marché et le web. En effet, ce qui serait pas mal, ce serait qu'on arrive à obtenir cet équilibre. Pour cela, il y a un énorme travail à faire, mais je pense que ce serait limite le marché qu'il faudrait reprendre à sa base, en fait. Donc autant dire qu'on en est très loin, et personnellement, je ne suis pas très optimiste sur les années à venir sur ces sujets-là. Merci Ophélie. Pascal, vous voulez réagir ? Oui, pour répondre à votre question, je pense que la situation telle qu'on l'a décrite, elle est réversible uniquement à très long terme. Nous avons des acteurs totalement différents, c'est-à-dire entre les États-Unis, la Chine, la Russie beaucoup plus petite, et l'Europe. Il y a des États-nations avec une connexion forte entre leur souveraineté, leur système économique et leur langue.
puis il y a une Europe qui, malgré tous ses efforts, est un espace complètement fragmenté. Regardez la libéralisation du téléphone initiée par les Américains. Il y a aujourd'hui, quand le monopole de AT&T a été démantelé, ils ont créé 7 compagnies différentes sur l'ensemble du territoire américain. Maintenant, il doit en rester 3 en concurrence. En Europe, il y a 3 à 4 compagnies de téléphone concurrentes pour chaque État européen. Alors certaines appartiennent au même groupe, mais il y a un éclatement des efforts en Europe qui fait que dans la situation politique actuelle, l'Europe ne peut pas rivaliser structurellement avec les États-Unis dans ce genre de domaine. Alors, bon, évidemment, nous avons des solidarités assez fortes avec les États-Unis. Nous sommes dans un système d'alliance également. Enfin, il ne faut pas non plus tout mettre d'un point de vue négatif dans cette posture des États-Unis. On leur doit beaucoup à bien des égards, mais cette situation de dépendance est malgré tout très regrettable. Alors l'autre segment de votre question concernait la relation entre les États et les entreprises privées. Je dirais que structurellement, et cela depuis la deuxième partie du 19e siècle, l'État américain a toujours veillé, avec l'exception de AT&T, mais qui était très réglementé, très réglementé. En tout cas, pour l'étranger, pour les entreprises américaines exerçant à l'étranger, l'État américain a toujours veillé à ce qu'il y ait au moins 3 ou 4 entreprises différentes. Lorsqu'il y a eu de trop grandes concentrations, elle les a cassées. Par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, quand AT&T veut projeter son monopole vers d'autres pays, l'administration américaine dit non, et on crée une deuxième entreprise qui s'appelait ITT, et qui est soutenue fortement par Wall Street. Donc, il y a là un système qui est ancien, et à mon sens, je me trompe peut-être, je n'ai pas toutes les informations sur ce qui se passe aujourd'hui, s'il y a des difficultés, et elles se poseront, elles commencent à se poser, l'administration américaine est capable de prendre les décisions nécessaires pour remettre au pas les entreprises qui composent les GAFAM. Quelqu'un comme Elon Musk, qui a quelqu'un d'extrêmement brillant, qui se présente comme quelqu'un d'un petit peu excentrique, etc. Mais il faut regarder un petit peu les choses très concrètement. Il dépend totalement du système militaro-industriel américain. Quand on préside SpaceX, on ne fait rien sans avoir, alors de manière discrète sans doute, mais l'aval de cette puissance. Donc il ne faut pas se leurrer sur ce point. Je ne crois pas du tout à l'émergence de forces incontrôlables. Ça reste, à mon sens, mais là je me trompe peut-être dans la continuité, comme à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle est dans la continuité des technologies numériques que nous avons vues, alors avec des effets différents, mais bon, je ne vois pas de rupture majeure à cet égard. Dominique ? J'aimerais faire 2 remarques. Une qui est plus orientée sur les scientifiques eux-mêmes. Vous avez posé une question sur, finalement, les puissances en jeu. Il revient tout le temps dans nos questionnements. Est-ce que les scientifiques les plus intelligents, les plus capés, les plus remuants, qui apportent des nouvelles idées, est-ce qu'ils vont rester chez nous ? Le chez nous, ça peut être la France, c'est l'Europe. Est-ce qu'ils vont partir ailleurs ? Aux États-Unis, on connaît le système qui incite à aller faire des post-docs, des choses comme ça. Où se retrouvent-ils ? Est-ce que c'est dans le privé, dans le public, juste à l'intersection ? Bon, s'ils restent chez nous, est-ce qu'ils vont chez Huawei, par exemple, une grande entreprise chinoise comme celle-là? Vous savez, au cours des années précédentes, à quoi elle a été confrontée, comment le Canada a réagi, etc. Je prends le Canada, regardez, les universités n'ont pas toutes les mêmes façons de se comporter vis-à-vis de la Chine. Certaines ont rompu leur relation avec les labos, d'autres ont dit surtout pas, continuons à coopérer. Tout ça pour vous dire quoi ? Que je pense que dans le questionnement de ce matin, c'est est-ce qu'on va arriver à la vraie guerre, la vraie, qui tue des hommes,
directement, pas seulement indirectement, pas les amener au suicide ou je ne sais quoi, non vraiment. Donc simplement redire, et ça c'était le sujet de hier et aussi les dernières phrases de celui qui est intervenu ce matin, David Collomb, sur TikTok. Ça veut dire l'entrée ailleurs, et notamment chez les jeunes. Et je ne sais pas si vous avez assisté à la conférence de Cyril Di Palma, mais c'était absolument fondamental de mon point de vue. C'est-à-dire aussi les ruptures dans nos propres sociétés, de ce qui se passe avec les plus jeunes et de nous, qui sommes plus tout jeunes. Et ça c'est les choses, franchement, j'espère qu'il y a des chercheurs sérieux chez nous, en sociologie, mais aussi du côté plus sciences dures, qui regardent ce qui se passe attentivement pour conseiller nos gouvernements et aussi nos grandes entreprises. J'espère qu'il y a ça. Pour moi, ça n'est pas du tout évident. On parle de choses extrêmement passionnantes sur les microprocesseurs, sur une définition de l'intelligence artificielle, etc. Mais très concrètement, ce qui se passe dans le tréfonds de nos sociétés et avec nos plus jeunes, alors là, ça me paraît... je ne sais pas si vous aviez écouté, mais c'est super important. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais je voulais y revenir. Ce que vous avez dit sur les chercheurs fait réagir Pascal. Je vais vous laisser la parole 2 minutes, puis après Ophélie, et on ouvrira les questions de la salle. Un ou deux éléments d'information pour nourrir la réflexion de nos spectateurs, c'est que l'attractivité des États-Unis, elle est réelle. C'est-à-dire qu'il y a une attractivité culturelle. On a plus envie d'aller travailler dans la Silicon Valley à San Francisco que dans une ville chinoise. Ça, c'est très important, mais ce n'est pas uniquement cela. Il y a la capacité, dont vous avez dû entendre parler évidemment, de la capacité des États-Unis à avoir une action extraterritoriale à partir de leur législation, de leurs juges qui condamnent des entreprises, de très grandes entreprises françaises, à des milliards de dollars d'amende. Ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et pour revenir plus directement à notre sujet, je parlerai de tout ce qui concerne le système des brevets. Alors, il y a des réussites en Europe. Il y a notamment la création de l'Organisation européenne des brevets qui a doté, après une longue évolution, l'Europe d'un brevet unique. C'est quelque chose qui montre que les choses peuvent changer aussi en matière de règlement et de normalisation. Donc l'Europe n'est pas immobile, ça se prendra du temps, mais il y a des choses. Mais le brevet est une arme extrêmement forte pour les entreprises dont nous parlons. Lorsque vous êtes un jeune créateur d'entreprise en France, vous réussissez, vous allez avoir Bercy qui va vous aider, qui va donner des subventions, vous allez arriver à ça, et vous allez vouloir devenir une licorne, c'est d'avoir une capitalisation. Puis à un moment, il y a une société américaine qui va dire, bon, on vient vous racheter. Alors vous pouvez avoir la meilleure bonne volonté du monde, dire non, moi je crois en mon pays, qui m'a aidé, qui m'a subventionné, etc. Je ne vendrai pas. On vous fera comprendre que si vous ne voulez pas vendre et que vous voulez entrer sur le marché américain, où vous avez le plus important des marchés, vous entrez, vous posez le premier doigt de pied sur le marché américain, vous avez un procès pour atteinte à la propriété intellectuelle de telle boîte. Ah oui, mais vous êtes dans votre droit, votre brevet il est bon, oui. Mais la procédure va être tellement longue, va nécessiter tellement de frais d'avocat, d'investissement, etc., que de toute manière, il y a un système de contraintes. Il n'y a pas que de la séduction, il y a un système de contraintes qui fait que raisonnablement, à moins d'avoir des financements européens extrêmement importants ou d'un grand groupe européen. On a vu Dassault, mais Dassault, c'était une entreprise familiale à l'origine avec une forte culture et une grande surface, etc. Vous êtes contraint de vendre. Il n'y a pas d'autre système. Donc, quand vous dites nos scientifiques, alors les postdocs, ça c'est bien, mais il y a le moment où ils doivent créer leur entreprise. Et on a parlé de Mistral, puisqu'on a parlé d'intelligence artificielle. Ce sont des gens des Français qui ont d'abord travaillé dans les GAFAM, qui sont revenus créer leur société en France, qui apparemment se développe bien. Moi, je ne suis pas devin, mais j'ai bien peur que dans les années qui viennent, où Mistral va... Bon, finalement, ce n'était pas une si bonne idée que ça, j'en sais rien, je ne suis pas capable de le juger, mais si c'était une très bonne idée... Ils vont se retrouver dans une situation où ils vendront, ils gagneront beaucoup d'argent, et tant mieux pour eux. Il faudra peut-être d'autres choses nouvelles, les choses vont peut-être changer, mais là aussi, ça prendra du temps en raison de ce système de ce qu'on appelle, il y a une théorie de la coerce-séduction.
coercition et séduction en même temps. Hein. C'est assez spécifique du système dans ce domaine. Ophélie, en clôture. Oui, moi, je voulais revenir sur l'histoire de TikTok et de manière générale tous les réseaux sociaux addictifs, en fait. Bon, déjà, d'une part, je pense qu'on fait parfois un amalgame entre le système qui crée de l'addiction du réseau social, et notamment par l'image. Alors c'est vrai qu'Instagram puis TikTok, avec des images avec des images ou des vidéos très courtes, créent encore plus d'addiction, où il y a un flot perpétuel d'informations, où la personne va avoir l'impression d'avoir passé 5 minutes alors que ça fait depuis 1 heure qu'il est dessus. Donc il y a ça d'un côté, et ensuite il y a l'instrumentalisation de l'outil par n'importe qui, les États, comme les entreprises, comme n'importe quel individu qui veut faire passer une fake news pour se rendre célèbre, ou voilà, peu importe. Du coup, c'est un outil qui peut être utilisé par n'importe qui et qui va être instrumentalisé assez facilement pour des raisons politiques, etc. Bon. Mais donc, il y a 2 choses, en fait. Il y a le système de base qui est celui d'un outil addictif, qui, là, mériterait clairement d'être, en effet, régulé, mais ça voudrait dire toucher, en fait, au fonctionnement, à l'architecture des produits. Or, aujourd'hui, on est très, 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 très loin dans les textes de régulation de cette vision, de cette idée qu'il faut revoir l'architecture des produits. Ça, c'est évident. On en est très loin. Et par ailleurs, le fait que ce soit un outil de renseignement et d'information fait que, de toute façon, il y a un intérêt à cette addiction. Nous, on constate les effets sur la société. Tout le monde le constate. Voilà, c'est vraiment le café du commerce que de le dire, d'une certaine manière. On le constate. On constate évidemment que pour les jeunes générations, il y a un déficit d'attention, qu'il y a des conséquences sur la perception des informations, sur certaines manières de traiter aussi l'information et de recevoir le monde, de percevoir le monde et les savoirs. Tout ça, ça a un impact réel. Mais pour les pouvoirs en marge de manière générale, que ce soit entreprise ou État, pour le marché, c'est pas ça qui est important. Ils s'en fichent un peu de la santé mentale de nos enfants en réalité. Enfin, très honnêtement. Donc c'est pas le. Je pense que là, il faut bien faire la différence entre ces 2 choses et se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a peu de protection des individus là-dessus et que ça va pas aller en s'améliorant. Après TikTok, il y aura autre chose. Voilà, après Facebook, voilà, on avait les blogs il y a quelques années, on peut se dire c'est dommage, on n'a plus les blogs, au moins il y avait des grandes pages de texte, on pouvait lire, on pouvait faire des commentaires longs, on n'était pas limité à quelques caractères. Bon voilà, on se retrouve quand même avec des outils en effet qui forcent en fait au simplisme, à la simplification de la pensée, au buzzword qui fonctionne bien mais qui en fait quand on creuse ne veut absolument rien dire et n'a aucune profondeur historique. Bah oui, en effet c'est ça. Mais pour vraiment changer les choses, il faudrait que ces outils ne représentent plus d'intérêt politique. Et il faudrait qu'en réalité, on ait une vraie conscience sur, il ne faut plus faire des produits, il ne faut plus concevoir des outils de cette manière-là, en fait. On en est très, très, très loin. Ophélie, merci. Je vous propose qu'on prenne 2 ou 3 questions dans la salle. Je vois une première main levée. Oui, d'abord, merci pour votre présence et tout ce que vous dites. Et c'est directement, je rebondis directement sur ce que vous venez de dire, parce que ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine connivence, pour ne pas dire complicité, volontaire ou pas, mais entre ces réseaux sociaux, leur financement, d'accord, et les pays qui vont les utiliser, les exploiter à leur escient dans les guerres que nous sommes en train de vivre actuellement. Que ce soit la Russie, la Chine, ils utilisent, à mon sens, les réseaux. TikTok, là, lui, il est directement chinois, donc là, la question ne se pose pas. Mais ils savent très bien utiliser Twitter ou autre Facebook, qui permettent à Twitter et à Facebook de gagner de l'argent parce que leurs algorithmes sont faits de façon à ce que toutes ces informations qui sont envoyées vers les utilisateurs vont leur permettre de continuer. Donc il y a une complicité, à mon sens,
chez certains, elle n'est peut-être pas si involontaire que ça, d'accord ? Mais je ne veux pas être non plus complotiste. Non, mais, en fait, je pense que ce n'est pas être complotiste que de dire que là-dedans, il y a un rapport gagnant-gagnant. C'est assez logique, je veux dire. Alors, sans pour autant dire qu'il y a une instrumentalisation systématique, etc. Mais oui, il y a des financements publics qui vont, ou par des fonds, aux États-Unis, ça passe beaucoup par des fonds publics, privés, etc., mais qui vont investir dans ces technologies-là. Oui, en effet, parce que comme on le disait d'ailleurs, ce sont quand même des outils de renseignement, ce sont des outils de propagande. Voilà, donc oui, il y a un rapport gagnant-gagnant. Et c'est pour ça, je pense qu'en effet, c'est pour ça qu'on ne peut pas opposer vraiment les deux, État et multinationales du numérique. C'est pas, en tout cas, ils évoluent chacun dans leur dimension, en quelque sorte, et ils se nourrissent l'un l'autre. En fait. Oui, la multinationale du numérique, comme n'importe quelle entreprise technologique depuis, voilà, big science ou pas, maintenant c'est que du privé, mais fut un temps c'était en effet du développement plus public, bon, la big science quoi, eh bien oui, ils profitent de l'économie de guerre. L'économie de guerre permet de débloquer des financements pour lancer telle ou telle technologie qui va être orientée vers des usages militaires. Voilà. Et c'est ce qui se passe un petit peu, d'une manière un peu différente, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus tout à fait la guerre comme avant. Il y a un texte qui est très intéressant, c'est « All measures short of war », donc c'est-à-dire tout ce qu'il faut, sauf la guerre. Toutes les mesures, sauf la guerre. Eh bien oui, en effet, on est un peu dans cet esprit-là, où en fait on fait la guerre par d'autres manières, par d'autres moyens de coercition, par des moyens de coerce-séduction, etc. On me coupe la parole, donc j'en déduis que je parle trop longtemps. Juste un mot, je crois que c'est un penseur du début du XXe siècle qui a eu quelques activités en Russie, n'avait-il pas dit, je parle sous le contrôle des experts, les capitalistes nous vendront la corde avec laquelle on les pendra, non ? Voilà. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est à lui que je pensais. Oui. Est-ce qu'on prend une dernière question ? Oui. Madame. Merci beaucoup, c'était super d'apprendre autant de choses. Cette année, la moitié du monde va aller aux urnes, aux élections. Avec le fake news, le IA et tout ce que vous nous avez dit, est-ce que c'est le temps de changer le système des élections? Parce que ça sera très dur d'avoir des résultats véritables dans les pays. Qui veut prendre ? Pascal. Terrain glissant, je laisse la parole à vos voisins. D'abord, il faudrait évaluer réellement l'impact de ces fake news sur le comportement des électeurs. Je pense que je ne sais pas, il y a des spécialistes et je pense qu'il n'est pas aussi important que cela. Il y a des effets de levier et puis changer quelque chose maintenant et serait peut-être dangereux. Moi, la seule petite chose dont je me semble clair, c'est que les questions du vote électronique, etc., je crois qu'en rester aux bonnes vieilles urnes contrôlées avec du papier est quelque chose qui me semble relativement clair, comme une forme de sécurité un peu archaïque. Et sur ce plan, je dirais qu'il faut encore une fois ne jamais croire qu'il ne peut pas y avoir de retour positif en arrière. Dans des tas de domaines, on a tendance, les commentateurs de l'actualité voient le présent comme un futur inéluctable. C'est finalement historiquement assez rarement le cas. Dominique. Oui, complément avec quand même des caméras pour surveiller qu'il n'y ait pas bourrage des urnes. Simplement, je reviens des scrutateurs. Simplement, une petite remarque. Excuse-moi Céline, c'est juste, c'est pas pour dire quelque chose de très gai, mais quand même le mot guerre a été reprononcé. Et je reviens sur l'intelligence artificielle, en quoi spécifiquement elle va modifier un certain nombre d'opérations pendant les guerres. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. En l'occurrence, et je pense que c'est ce que se demandent les états-majors, face à des très gros instruments,
par exemple, les essaims de drones, sauf erreur de ma part, ça fait partie de ce. Ça peut être aussi bien dans l'atmosphère, sur la surface de l'eau que sous l'eau. Ça fait partie de ces choses où un certain nombre de penseurs de la défense se disent comment on va faire demain. Hein. Et évidemment, alors si on passe à un cran supérieur, et c'est là que ça peut être inquiétant, l'impact sur la dissuasion. Voilà. Donc je reviens aux questions de guerre classique. Excusez-moi, c'est vieux jeu. Bien, eh bien, je vous propose que nous clôturions et qu'on remercie chaleureusement nos invités. Merci aussi à toutes et à tous. Et je vous souhaite un bon appétit et un bon dimanche.